Les bonnes décisions, un podcast de Vincent Posé. Bonjour et bienvenue dans Les Bonnes Décisions, un podcast original de Vincent Posé, deuxième épisode de cette deuxième saison où je converse avec des personnalités de la Manche et de la Normandie avec un double objectif, c'est de dresser le portrait de mon invité et d'essayer aussi si possible de mieux comprendre ce qui l'a poussé à prendre des décisions cruciales dans son parcours. J'en profite également pour interroger le processus de création et d'improvisation dans des domaines qui vont bien au-delà du théâtre. Aujourd'hui, on va parler de regard, du regard extérieur de celui qui regarde mais avec son œil, ses émotions, son ressenti. Une photo, c'est un instantané, un instant capté, une énergie, un moment, un mouvement immobilisé à jamais. Et quand on y pense, en fait c'est assez dingue, c'est un instant saisi pour une éternité. Au moment où tout le monde fait des images éphémères, il y en a qui réfléchissent, qui mêlent émotion et technique pour faire apparaître une vérité, un moment de vérité, ou la vérité d'un moment, je ne sais pas, on verra. Ces réflecteurs, je les appelle, ils posent leur regard singulier et intime et ils le partagent. On va explorer ce qu'est de capter un instant. Ce podcast en lui-même est une captation. Attention, on fait du méta. Donc, on va poser un regard sur soi, un regard sur l'autre. Le regard du jour, c'est Harold Leroy, dit Harold. Bonjour. Salut Vincent. Alors, première décision dans ce podcast Les Bonnes Décisions, est-ce que nous nous tutoyons ou est-ce que nous nous vous voyons dans ce podcast ? On va se tutoyer. Très bien. Eh bien, Harold, tu es photographe, notamment pour les concerts. Oui. On a eu l'occasion pas mal de travailler ensemble sur plusieurs spectacles et on va parler de ton travail. Mais d'abord, je te pose la question, quelle est ta meilleure décision ? Ma meilleure décision, ça a été donc de faire de la photographie mon métier. De passer de bénévole amateur à professionnel. Ça s'est passé à quel moment ? Ça s'est passé il y a bientôt 5 ans. Moi, avant, je travaillais dans la grande distribution. Qui s'est soldé par un burn-out. Donc là, ça a été un petit peu l'alarme au niveau du corps. Et encore, moi, dans cette spirale-là, j'étais reparti pour travailler dans une autre grande distribution. Et c'est ma femme qui m'a dit il serait peut-être temps de passer à autre chose quand même. De passer à autre chose, mais en fait de passer à quelque chose qui te tient à cœur depuis de nombreuses années. Oui, parce que ça fait plus de 12-13 ans que je fais de la photo maintenant. Ouais. Le déclic, c'était quoi justement en parlant de photo ? Alors, il y a une période de ma vie où j'ai habité au Havre. Et au Havre, j'étais musicien et j'allais beaucoup à la salle du Cabaret Électrique, qui était la salle de concert en plein centre-ville du Havre. Et là-bas, il y avait Wilfried, qui était le photographe de la salle, qui exposait souvent ses photos dans la galerie. Et je trouvais ça assez incroyable, sachant qu'on n'était pas du tout à l'ère des smartphones encore à cette époque-là, que les appareils photo étaient quand même moins performants que maintenant. Et je me suis toujours demandé comment il arrivait à faire ce genre de photos. Et un jour, ça m'a trotté dans un coin de ma tête et j'ai dit je vais m'acheter un réflexe d'occasion. Je vais bien voir, je vais pas y mettre trop cher. Si ça me plaît, c'est très bien. Si ça me plaît pas, je le revendrai et puis voilà, on passera à autre chose, quoi. Et ça m'a plu. Et toi, tu n'as pas de formation au départ de photo ? Non, du tout. J'ai appris vraiment sur le tas, comme on peut dire. Donc c'est beaucoup de documentation sur YouTube notamment, vraiment à essayer de comprendre déjà comment le fonctionnement d'un appareil. Ce qui est une exposition et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Donc ça, c'est au début des années 2010. Donc là, on est allé 2012, début 2012, ouais. Tu achètes ton appareil, ouais. Tu te dis, tiens, il y a Wilfried qui fait ça, qui fait comme ça. C'est quoi ton premier réflexe, ta première idée, en fait ? C'était de toute façon faire de la photo de concert. Moi, étant musicien, j'avais déjà des contacts avec d'autres musiciens ou avec des salles du côté de Saint-Lô. Donc je crois qu'un des premiers concerts que j'ai pris, c'était au Parc Expo, Les Essentiels. Il y avait le groupe Walk-In Syndrome avec mon meilleur ami qui était dedans. Donc ça doit être à peu près mes premières photos. Et après, rapidement, je suis arrivé aux Normandies. J'ai eu l'occasion de faire des photos sur le concert de Julien Doré parce qu'un de ses musiciens était un ami à moi et il a fait écoute, viens nous faire des photos. Et voilà, et là j'avais 4 ou 5 mois de photos. Et l'exercice m'a plu. Donc
par un effet boule de neige, j'ai continué. Alors je précise pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui ne sont pas à Saint-Lô, le Normandie, c'est une salle de concert à Saint-Lô. C'est la SMAC. Donc salle musiques actuelles. Ouais. Donc avec beaucoup, toi tu es plus univers rock aussi, des choses comme ça. Donc, de base. Donc c'était le spot un peu idéal pour toi pour te lancer. Ouais, tout à fait. Et donc il y a eu ce premier concert, et après comment ça se fait que tu as continué, parce que en fait tu es un compagnon de route maintenant du Normandie depuis ce moment-là. Quoi. J'ai eu la chance, entre guillemets, qu'il n'y avait pas de photographe dans cette salle. Il y avait Pierre-Yves Lemeur qui avait fait une très grosse partie dans les années 90-2000. Mais là, il partait presque en retraite et il avait envie de ralentir au niveau photo. Donc, j'ai fait à Nicolas Daprini, vous n'avez pas de photographe, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc je suis arrivé là en tant que bénévole. Donc tu as commencé en tant que bénévole, photographe de concert bénévole. Donc 4-5 mois de pratique, puis après au fur et à mesure tu continues. Ouais. Et jusqu'à mon badge, je ne me rappelle même plus en quelle année. 2016 pour le Normandie et 2017 pour les Rendez-vous Soniques. Rendez-vous Soniques, le festival organisé par le Normandie. Ouais. Et pendant ce temps-là, parce que là, tu n'as pas lancé ton activité à ce moment-là? Non, du tout. Donc, je suis toujours. À côté, tu bosses. J'alterne entre la grande distribution et les concerts, ce qui fait des grosses semaines. Oui, parce que quand tu fais le concert, juste que les gens se rendent compte ce que c'est d'être photographe de concert. Ouais. Tu arrives à quel moment Moi, là, à cette époque, je finissais le boulot à 20h, donc j'enchaînais directement avec le Normandie. Généralement, les concerts, ça va être de 21h à minuit. Après, il y a au moins 2 jours de traitement derrière avant de rendre les photos, de tri, de retouche, recadrage, ce genre de choses. Et en moyenne, sur un concert, tu gardes combien de photos? Enfin, tu prends combien de photos, tu gardes combien de photos? Actuellement, sur une soirée, admettons, il y a 2 ou 3 groupes, je vais prendre 1500 photos dans la soirée. Et je vais en garder, j'essaie d'en garder que 45 à peu près pour pas rendre des albums de 200 photos qui seraient imbuvables à regarder en fait. Mais c'est un crève-cœur. Ouais, mais ça fait partie du boulot de trier, ouais. Ouais. Donc tu bosses d'un côté en grande distribution. Ouais. Tu fais bénévole, tu es photographe bénévole, alors surtout pour le Normandie, mais tu as d'autres contacts aussi, oui. tu as d'autres scènes, d'autres festivals qui te sollicitent. Notamment Chauffer dans la noirceur, les Saint-Sauveur du Rock, qui m'ont fait confiance quasiment dès le départ aussi. Hein. Parce que là, je crois que ça fait plus de 10 ans que je vais là-bas. Ça sont les principales associations qui m'ont fait confiance, avec Artplume aussi un petit peu sur les hétéroclites au départ. Ouais. Le moment où tu te lances, donc c'est en 2022, c'est ça. Comment ils réagissent justement ces personnes ces structures qui t'ont lancé en bénévole? Comment ça a été accepté tout de suite. Nicolas Daprini, le directeur de la salle du Normandie, m'a pris en aparté sur un des concerts. Il me fait j'ai appris que tu voulais te professionnaliser, on te suit. Donc tu m'envoies un devis pour qu'on chiffre un petit peu tout ça, mais en tout cas j'ai eu sa totale confiance et c'est certainement grâce à lui que tous les autres ont accepté en fait cette professionnalisation. Donc en fait il t'a fallu 10 ans pour entre le moment où tu commences vraiment à pratiquer et le moment où tu deviens pro. À peu près, ouais. On parlait en ouverture, ce que tu disais, c'est que c'était lié à un burn-out professionnel parce que tu bossais dans une structure, en grande distribution. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ou on t'a dit aussi, vas-y, lance-toi? Parce que ça venait pas de toi initialement, en fait. Ça trottait dans un coin de ma tête, mais bon, c'est pareil. Sincèrement, on venait de faire construire notre maison, on a 2 enfants. L'aventure faisait un peu peur quand même. Du point de vue financier, j'ai dit ok, mais maintenant je fais quoi et comment je facture ça et c'était plutôt la grosse interrogation. Puis finalement, tout va bien. Hein. Je suis encore là, j'ai pas été à découvert, j'ai toujours ma maison. Aujourd'hui, tu te dis tout va bien, mais au moment de se lancer, c'est la première année, c'est quand même la grande interrogation.
Bon, en auto-entrepreneur, c'est quand même énormément simplifié au niveau des démarches, je trouve. Mais c'était plus ça, cette aventure de vers quoi on va, quoi. Après, c'était pas la première fois que je changeais de métier. J'avais été fonctionnaire avant de rentrer dans la grande distribution. J'ai fait d'autres métiers. J'avais dit clairement que le jour où j'en aurais marre, je partirais de la grande distribution. J'allais pas faire ça toute ma vie, de toute manière. Et puis, c'est l'occasion d'essayer, hein. Un peu comme la photo. Je dis, bon, j'essaye, on verra bien. Si ça marche, c'est parfait. Si ça marche pas, on repartira sur autre chose. Bon, là, en l'occurrence, ça marche pas trop mal. Donc, j'ai pas prévu de changer prochainement. Mais au début, quand tu as pris cette décision de te lancer, donc tu avais finalement Thales Normandie qui t'a suivi. Ouais. Et donc ça t'a assuré quand même une visibilité, on va dire, pour Ouais, toi c'est clair. à plus long terme. Ouais, ça m'a assuré une visibilité et puis justement, tous les autres, je parlais des Saint-Sauveur du Roc, de Chauffé, ont compris que je passais à un autre stade et qu'on passait sur un système de rémunération et plus du bénévolat, quoi. Donc ça m'a permis de chiffrer mes prestations et puis d'élargir encore mon cercle au niveau des artistes et au niveau des salles. Oui, parce que là, on parle de salles, de festivals, Ouais. mais il y a aussi les artistes qui peuvent te solliciter, Ouais. qui t'ont sollicité pour les Ouais. suivre. Ouais. Donc, Oui. comment ça se passe, ça Là, dernièrement, j'ai fait la pochette de l'album d'Ella Gunn. Et elle est en accompagnement au Normandie. Elle a fait une résidence. C'était pour préparer sa date au rendez-vous Sonic il y a 15 jours. Moi, ça me fait plaisir de travailler avec elle pour qu'elle ait des photos de promo, pour qu'elle ait matière à diffuser sur ses réseaux sociaux. Il n'y a pas qu'elle. Je fais, quand j'en ai l'occasion, je fais des concerts avec le groupe des Tambours du Bronx. Là, dernièrement, j'ai fait les photos promo d'Explicit Silence. J'en ai refait aussi pour Deeper Dan. Donc ça leur sert pour la communication. Et effectivement, si un groupe a besoin de mon travail, j'arrive. J'imagine il y a aussi des rencontres un peu artistiques ou de points de vue ou des rencontres humaines en fait Ouais, qui permettent ça. Parce Ouais. que en étant 10 ans bénévole Ouais. sur tous ces concerts et tous ces festivals, j'imagine que tu as rencontré pas mal d'artistes et peut-être qu'il y en a qui ont eu cette sensibilité par rapport au travail que tu pouvais mener. Ah bah moi, une grosse charnière, je veux dire, c'était le bal des enragés qui était organisé par Tagada Jones, où là j'ai pu rencontrer aussi Lofofora, Stéphane Burier de Lot Blest. Enfin, il y a plein de groupes qui gravitaient autour du bal des enragés. Et de fil en aiguille, maintenant, Steph de Lot Blest et Renaud de Lofo chantent aussi dans les Tambours du Bronx. Et c'est comme ça que j'ai pu les rencontrer. Et puis ça s'est très bien passé. Donc quand ils jouent dans le coin, enfin, de Nantes, Rennes, Caen, je vais avec eux. Ouais. Donc c'est parce que les gens connaissent pas, même moi, je connais pas trop l'univers de la photo de concert. Ouais. Ça veut dire que tu as des photographes attitrés à des salles, en Oui. tout cas qui travaillent avec des salles, et puis tu as des photographes qui accompagnent qui accompagnent les groupes. Ouais. Tu as un rapport aussi particulier, je crois, avec le groupe No One Is Innocent. Oui, parce que c'était le premier concert que j'ai vu de ma vie. En plus, c'était au Normandie, comme ça, la boucle est bouclée. J'avais 17 ans, je passe les portes et je tombe sur ce concert. Alors bon, évidemment, j'étais pas venu par hasard, mais effectivement, ça a été une claque. Je pense que dans un coin de ma tête, ce jour-là, je me suis dit, un jour, je travaillerai dans ce milieu. Peut-être pas en tant que musicien, comme à l'époque, je faisais de la guitare, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, quelques années plus tard, No One était revenu en Normandie. Donc j'étais hyper content de les accueillir. Et il y a un livre sur leurs 20 ans de carrière qui était sorti et on m'avait proposé d'intégrer. C'était un recueil de, je ne veux pas dire de bêtises, mais d'une vingtaine de photographes. Et on m'avait demandé si je voulais en être. Et forcément, j'ai dit oui. Bah oui, bien sûr. Ouais. C'est une espèce de... je rebondis sur ce que tu racontes, sur le fait qu'à 17 ans, tu rentres dans la salle, c'est une claque, quoi. Ça veut dire, la photo,
Je sais pas, hein, tu me diras. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que la photo, c'est une manière pour toi d'être sur scène aussi ou d'accompagner en fait des artistes aussi que tu kiffes, en fait, que tu admires. Tout en étant moins visible et ouais. pas au devant de la scène, derrière la guitare ou derrière un micro. Oui, c'est clair que c'est plus discret comme ça. Et ça me va bien. Et en fait, c'est la passion de la musique, la passion de la scène aussi qui te pousse à ça. Ah ouais. L'ambiance qu'il peut y avoir dans un concert, l'énergie que ça dégage, le challenge aussi, parce que finalement, un concert fait pas l'autre, c'est pas les mêmes lumières, c'est pas les mêmes décos, c'est pas les mêmes musiciens non plus. Entre un pianiste qui va rester statique derrière le piano et un groupe comme The One qui va bondir partout, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes règles à appliquer. Donc là, je maîtrise pas grand-chose. Alors, je travaille les concerts en amont. Je les regarde pour beaucoup sur YouTube avant, pour prendre des notes, pour savoir ce qui va se passer, quel type d'éclairage, si la personne, si le groupe bouge beaucoup ou quoi. Donc ça, généralement, je fais mes petites notes avant les concerts. Là, il y avait la Strain qui est venue sur les rendez-vous scéniques il y a 15 jours. J'avais épluché le concert avec le timing des chansons, qu'est-ce qui allait se passer pour savoir où je devais être placé dans la salle pour réfléchir en amont à tout ça. Ouais. Donc tout ça, tu l'as en tête. Quand tu arrives au concert, tu connais les artistes, tu connais le set, tu sais à peu près ce qui se passe. Ouais. Et après, toi, tu t'adaptes en fonction de ça. Oui. Et est-ce qu'il y a une part d'improvisation ? Là, je rebondis sur ma casquette d'improvisation, tu vois. Ouais. Parce que il y a ce qui se passe, il y a ce qui théoriquement se passe, ce que tu as préparé, et puis il y a le moment, il y a des choses, c'est humain, c'est de l'énergie, c'est tout à coup il se passe quelque chose. Et comment toi tu sens ça ? Par exemple, pour rebondir sur la Strain, il y avait, je savais qu'au 8e morceau, il descendait dans le public, il était porté par le public avec sa guitare, il hurle et tout. Donc ça, c'est une photo que j'avais déjà faite au Normandie à leur dernier passage, et je voulais un angle de vue différent pour pas reproduire la même. Et il s'avère que je voulais me mettre dans les gradins pour la faire un petit peu en hauteur. Et chose que j'avais pas prévue chez moi, il y avait la banderole du festival qui était derrière, et donc j'ai changé un peu mon positionnement pour que cette banderole soit aussi dans l'image, qu'on s'aperçoit que c'était bien au rendez-vous sonique que cette photo avait été prise. Donc ça, effectivement, chez moi, j'y avais pas pensé, mais sur le coup, il suffisait pas de grand-chose, mais il fallait que je me recale pour avoir cette banderole dans le cadre. Ouais, c'est des choses un peu inattendues. Ouais. Il se passe un truc et tu fais OK. Mais il faut réagir super vite. Dans le genre inattendu, je me suis fait un claquage juste avant le concert de Dionysos l'année dernière au rendez-vous scénique. Là, il a fallu tout repenser. J'ai pas pu faire grand-chose en fait. J'ai fait tout le concert assis sur le bar avec un zoom. Et là, pour le coup, tu es seul photographe sur des festivals comme ça. Sur les rendez-vous scéniques, on est plusieurs. Sur chaque concert. Oui, parce qu'il y a des concerts qui commencent en même temps. Ouais. Généralement, au festival, j'ai le droit de faire que les 3 premiers titres. Donc, forcément, j'ai besoin d'autres photographes sur les endroits où je ne peux pas être. Ok. Roald, c'est la fin de la première partie de cet entretien. Okay. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Très bien. Les bonnes décisions de Roald. Roald est toujours dans les bonnes décisions. C'est le 2e épisode de cette 2e saison des bonnes décisions. On continue cet entretien. Donc Roald, photographe de concert. Tu nous parlais justement de ton parcours, comment tu en es arrivé à prendre la décision de te lancer. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de te poser des questions plutôt sur ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Parce qu'une fois qu'on est lancé, voilà, il y a l'apnée, il y a l'adrénaline, puis finalement ça fonctionne puisque tu as des salles qui te suivent, tu as des festivals qui te suivent, tu as des artistes qui font appel à toi. Donc aujourd'hui, si on peut décrire, c'est quoi ton regard ? Justement, pourquoi on vient te chercher ? C'est quoi la spécificité de Roald dans les photos de concert ? Sans fausse modestie, parce que c'est difficile des fois de parler de son propre travail, mais qu'est-ce qu'ils te disent les artistes ? Qu'est-ce qu'ils te disent tes employeurs, quoi, tes clients, quoi ? Je pense que mes photos marquent dans le sens où je fais en sorte qu'il se passe vraiment quelque chose. C'est aussi pour ça que le tri est hyper important, de ne pas noyer une bonne photo au milieu de 15 autres moyennes.
et d'être très critique sur ce que je veux raconter. Je veux pas juste une photo d'un chanteur qui chante, mais je veux en ressortir quand même quelque chose d'autre, soit par rapport à la lumière, soit par l'émotion qui peut être dégagée par l'artiste. Enfin, je dis chanteur, mais ça peut être pareil pour un guitariste, pour un batteur ou pour tout autre artiste. Et je pense que c'est ça qui plaît dans mes photos, c'est que on voit la photo, il fait ouais, il a réussi à capter ce truc-là, ou il fait ouais, ça c'est beau. Je sais pas trop comment le décrire. Je sais que je m'applique justement à faire en sorte que la photo dégage quelque chose et que ça soit pas juste du reportage, à dire bon, ok, il y avait un groupe, ouais, mais bon, il faut qu'il se dégage autre chose des images que je produis. Tu dis ça raconte quelque chose. Ouais. Ça veut dire quoi ça raconte quelque chose? Que je ne fais pas non plus que des photos du groupe. Je sais qu'avec le Normandie, j'aime bien mettre la salle en valeur, le public aussi, donc qui est vraiment au sens large. Je sais que toi, avec les improvisations, les caches d'impro théâtrales, j'aime bien qu'on voit l'ensemble, qu'on voit les réactions du public, les mains en l'air, les artistes qui peuvent sourire entre eux, enfin tout ça j'aime bien le montrer, et pas juste tiens, il y avait du catch d'impro, bon bah voilà, c'est les gens sur scène qui se balancent des vannes, bon. En photo, ça donne pas grand chose de se balancer des vannes. Ah non. Donc que ça donne envie de venir à la salle, de voir le concert. C'est les moments, parce qu'on a pu travailler un petit peu ensemble, mais c'est vrai que en tant qu'artiste sur scène, on se dit il se passe des trucs entre nous, des complicités avec le public. Il y a des moments de vie au-delà de la prestation artistique. Ouais. Et c'est ce que je ressens aussi, moi, dans tes photos, c'est que tu... je sais pas comment tu fais, mais tu captes ça. Tu as un regard qui est... j'ai l'impression, en tout cas, qui est plutôt tourné vers peut-être l'humain, la relation, plus que, on va dire, la prestation artistique en elle-même. D'ailleurs, en concert, c'est terrible, hein, mais j'ai peu de souvenirs des concerts parce que c'est pas la musique à laquelle je fais attention. Je vais faire attention au rythme, je vais faire attention au placement, je vais faire attention aux lumières. Et du coup, je suis tellement concentré là-dessus que des fois, je fais des pauses sur des groupes qui me plaisent vraiment. Je pose l'appareil, je profite 5 minutes du concert. Mais bon, s'il se passe quelque chose, je reprends l'appareil. Donc, mais c'est vrai que souvent... ma femme me dit alors c'était bien, et je dis ouais, après j'étais pas dans cette optique là, et d'ailleurs c'est même difficile maintenant pour moi de voir un concert sans appareil ou quoi, juste pour le plaisir, mais oui, parce que tu as envie de partir d'un côté de l'autre pour capter un petit peu ce qui se passe, et ça c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi. Je me déplace beaucoup, et pour avoir des points de vue différents sur les concerts, je reste pas uniquement dans les barrières devant. J'aime bien avoir des plans avant, arrière. J'aime bien que ça soit vivant à regarder. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, que tu préparais beaucoup les différents concerts. Et justement, cette mobilité, en fait, tu le prépares en fait quasiment ton parcours en fonction du set, de ce qui va se passer. Ouais. Quoi. Je sais que un Normandie plein, je vais avoir plus de difficultés à me placer. Donc si sur tel morceau, je dois être devant et que je sais qu'après, il vaut mieux que je sois à l'arrière de la salle et que la salle va être pleine, je vais penser à passer par les coulisses, par l'extérieur de la salle, plutôt que de tout traverser. Oui, effectivement, je travaille mon parcours avant. Ouais. Donc au final, j'ai l'impression qu'il y a assez peu d'improvisation. Ouais, si, parce que... Tu te laisses gagner quand même un peu par, des fois, t'as l'ambiance, t'as la musique, t'as tout un ensemble. C'est quand même un spectacle, c'est quand même pour moi, l'univers d'un spectacle ou d'un concert, c'est un univers commun. C'est-à-dire qu'on est dans une bulle et chacun fait partie de la bulle. Ah oui, et en fait, c'est la posture de spectateur, acteur, raconteur, elle est hyper difficile à tenir. Et par contre, c'est sur un fil, c'est que tu bascules d'un à l'autre peut-être. Ouais. Alors, je sais qu'il y a une photo que j'ai prise
de Massisteria, parce qu'on m'avait donné l'occasion d'aller faire des photos au Zénith de Caen où il jouait. Et Massisteria, je les connais depuis quasiment le départ du groupe. Donc je suis pote avec Raphaël, le batteur, et je sais qu'à cette date-là, j'en voulais une de lui qui explose tout, entre guillemets, quoi. Et chose que je fais rarement, je suis resté un quart d'heure à la même place pour avoir cette photo, quoi. Tu l'attends. Ah ouais, T'attends la posture, t'attends le truc. Et finalement, il s'est passé que derrière lui, le mot Massisteria est apparu 2 secondes et qu'à ce moment-là, il a levé le bras en l'air avec sa baguette. Et ça, je ne pouvais pas le prévoir. Donc même si j'ai attendu pour avoir quelque chose qui marque, là, on me l'a offert, cette photo, quoi. Et donc, ça veut dire... lui, il était au courant que tu voulais ça Non, du tout. Ah non. Moi, c'est quelque chose, c'était une mission que je m'étais donnée. Je disais, ce concert-là, il m'en faut une de lui qui tabasse tout, quoi. T'as tes objectifs à toi. Ouais. Et puis bon, sur ce concert-là, il y avait des flammes, tout, il y avait de la pyrotechnie, c'était quand même quelque chose. Et comme il y avait de la pyrotechnie, j'avais pas le droit d'aller sur le plateau, sur scène, quoi, pour pas finir en saucisse grillée. Donc j'étais obligé d'être dans les crashs ou dans la salle. Et bon, je suis très heureux de l'avoir réussi, cette photo. Mais j'ai absolument pas pu prévoir que pendant 2 secondes, Massisteria allait s'afficher derrière et que lui, il allait lever le bras à ce moment-là. Je me battais plus avec une cymbale qu'il avait à hauteur du visage, qui me gâchait un peu le truc, là. Et finalement, paf, en contre-jour, la cymbale a disparu, on la voit plus. Impeccable. Mais je suis resté un quart d'heure pour l'avoir. Donc sur un set de 3 quarts d'heure, c'était beaucoup. Je fais pas d'habitude. Ah ouais. La relation, je reparle de la relation avec les artistes, parce que là, il y a pas longtemps, tu as mis une photo de Kokomo, où tu mets sur les réseaux, cette photo, je l'attendais depuis je sais pas combien de temps, et merci les gars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont joué le jeu, tu leur dis ce que tu voulais, ou c'est juste que la même chose? Je leur ai dit ce que je voulais. T'as dit là. Ouais. Donc je connais la salle des Saints-Sauveurs du Rock, je connais les loges, je sais comment elles sont faites. Et comme j'avais envie de leur tirer le portrait, je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Donc effectivement, c'est moi qui leur ai demandé si à la base ils étaient d'accord. Donc pas de problème, parce que c'est pas la première fois qu'on se rencontrait. Et puis je voulais cette photo de eux dans le miroir, moi derrière et moi invisible, pour pas que, pour faire quelque chose d'un peu particulier. Mais c'est vrai que ça, j'avais réfléchi chez moi. Là, on parle de ta relation avec les artistes, avec les salles. Aujourd'hui, dans ton activité, tu as développé d'autres activités, puisque tu es aussi photographe pour les particuliers. Oui. Et comment alors, moi, ça m'interroge, tu vois, l'aspect... tu vas aller chercher l'énergie, l'ambiance d'une salle, d'un événement, de quelque chose. Et puis là, pour les particuliers, comment tu transposes ça? Pour les particuliers, c'est plutôt de la photo de mariage. Donc, je transpose ça en reportage, justement. C'est un peu le même exercice, en fait. On va pas gérer grand-chose, parce qu'à la mairie, on va pas gérer l'éclairage, par exemple, ou dans une église. Il faut capter les moments, il faut se placer, il faut être le plus discret possible. Donc l'exercice est assez semblable. Et puis il n'y a pas de répétition, pour le coup. Non. Sur YouTube, tu peux pas. Non, c'est clair. On n'est pas aussi extrême en termes de lumière, en termes de mouvement et de contraintes de placement ou autre. Mais c'est comme ça que je vois le mariage, les photos de mariage, de faire vraiment du reportage, à aller chercher les détails, les émotions qui peuvent y avoir. Donc c'est pas si différent que ça, en fait, comme exercice. Et par rapport à la relation client, au final, mais tu captes aussi ce qu'ils ont envie, ou est-ce que tu as une marge de manœuvre sur ce que toi aussi tu as à exprimer? C'est toujours même dans les concerts ou les artistes, les salles, etc. C'est toujours le même. C'est un peu un fil sur lequel il faut tenir. C'est-à-dire que on a des exigences d'un côté par rapport à toi, et puis toi, quelle est ta marge de manœuvre et ta liberté, quoi, de ton émotion aussi, quoi. Que ça soit en photo de concert comme en photo de mariage, par exemple, on me choisit par rapport à ma façon de travailler, à mes images. Donc j'ai quand même beaucoup de latitude sur ce que j'ai envie de faire. Bon, en concert, il peut y avoir un artiste qui veut pas de gros plan ou quoi. Ça, je vais pas en faire. Et puis je fais en sorte de pas
prendre des photos en contre-plongée, gros plan sur le nez, ou quoi, enfin, moi, ce genre de choses. Donc, non, moi, je suis quand même hyper libre dans ce que je fais, c'est sûr. Donc, ce qui dédramatise, au final, la décision de départ de se lancer. Ah oui, oui. Parce que finalement, ce que j'entends, c'est que tu n'as pas à te forcer. Tu vois, à rentrer dans des dans des cases, parce que des fois quand on se lance, on se dit bon, on sait pas trop qui on est, on sait pas trop où on va aller chercher peut-être des clients à droite à gauche, puis on va faire des trucs des fois qu'on n'assume pas totalement, ou en tout cas puis c'est la peur de l'agenda vide. Ça, c'est clair que quand on a été salarié toute sa vie, le salaire tombe, claque tous les mois, on paye ses charges ou quoi. Là, si l'agenda il est vide, il n'y a rien qui rentre. Hein, donc, c'est cette peur-là qui peut être compliquée les premières années où il y a des mois qui vont être plus chargés, d'autres qui vont l'être beaucoup moins. Janvier, il ne se passe pas grand-chose. Donc il faut équilibrer tout ça. Et je pense que c'est peut-être la chose la plus angoissante. Mais sans partir dans le travers de prendre tout et n'importe quoi pour remplir cet agenda non plus, quoi. Justement, là, on est vraiment dans une discussion entrepreneur, en fait. Parce que c'est de la gestion. C'est-à-dire que tu sais que janvier, traditionnellement, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Bon, ça veut dire que décembre, il faut cartonner, ou novembre avant, pour que derrière, tu puisses quand même vivre le mois de janvier, quoi. Donc, ça s'anticipe aussi un peu. Et bon, ça s'est bien passé. Jusqu'ici, globalement, ça va. Je n'ai pas à me plaindre. Ça m'intéresse aussi. Comment est-ce que tu as besoin d'aller démarcher, toi ? Pas encore trop. Je peux le démarcher sur des dates. Démarcher dans le sens où si j'ai envie de faire un concert qui me plaît, je vais faire la démarche de demander à la salle ou à l'artiste. Je dis tiens, j'ai vu que vous passiez pas loin. Ça m'intéresse de venir faire des images. Je démarche un peu avec mon activité de caravane photobooth que je mets en place sur les festivals. Parce qu'en festival, il y a beaucoup de bénévoles au niveau photo et c'est pas aussi simple de se faire rémunérer pour des photos de concert. Donc, j'avais monté ça en parallèle. Donc, je démarche plus avec cette activité-là que pour le reste. Et c'est quoi ? C'est une caravane que tu poses ? Voilà, en festival, les gens grimpent dedans, se prennent en photo et repartent avec des bandelettes aux couleurs de l'événement. C'est quelque chose qui marche bien, qui plaît. Okay, donc c'est encore une autre facette de la photo. Mais toujours sur le lien, sur le côté ambiance, quoi. Aussi. Et puis, par exemple, au Doxart ou à Chauffer, ça ne m'empêche pas d'aller faire des photos à côté une fois que la caravane est fermée. Donc voilà, j'allie les deux. Je reviens sur ce que tu as dit juste avant. Il n'empêche que s'il y a un artiste que j'aime bien, je vais aller dire tiens, j'aimerais bien. Il y a un côté un peu fan, sans être péjoratif. Oui, c'est sûr. Et je suis très content. Je parlais de Steve Burier, de Lode Blast tout à l'heure. Quand Lode Blast a fêté ses 40 ans sur l'île en début d'année, il m'a demandé si je voulais venir faire des photos. J'étais particulièrement fier, c'est sûr. Stéphane Burier, dans le monde du métal en France, c'est quand même quelqu'un qui pense à me demander de venir faire des images. Oui, forcément, ça flatte. Ouais. C'est le rôle de 17 ans qui se dit Ouais, c'est clair. Tout comme la demande qui avait été faite pour figurer dans le livre de No One, faire des photos pour les Tambours du Bronx. Les Tambours du Bronx, ça fait quand même 40 ans qu'ils existent. C'est quand même quelque chose aussi d'être intégré à leur équipe, quoi. Donc c'est clair, on peut parler de fierté là. Ça, c'est un bon mot de conclusion pour cette deuxième partie. Parfait. On se retrouve dans quelques instants. Les bonnes décisions de Roald. Vous écoutez Les Bonnes Décisions, le podcast qui analyse les décisions d'invités qui sont assez passionnants. Oui, on jette des fleurs comme ça aux invités parce que c'est vrai. Roald est toujours avec moi, avec vous,
dans ce studio pour cet épisode des bonnes décisions. Et là, c'est la troisième partie des bonnes décisions. La troisième partie, c'est de cette interview, c'est le moment où l'invité me suggère un sujet sur lequel on va échanger ensemble. Donc, Rorold, quel est le sujet sur lequel nous allons converser ? Alors, j'ai choisi le sujet de la transmission. Dans le cadre du Normandie, j'ai un partenariat avec Le Verrier où j'ai 3-4 élèves qui me suivent sur... Alors, Le Verrier, c'est le lycée qui est à Saint-Lô. Et le Normandie, c'est la salle de concert qui est à Saint-Lô pour les gens qui ne sont pas à Saint-Lô ou qui ne connaissent pas. Donc, il y avait Ottilia au Normandie qui m'avait proposé ça il y a quelques années, de savoir si ça m'intéressait de former 3-4 élèves sur un semestre pour leur apprendre ce qu'était la photo de concert. Donc là, on est à la 4e année, je crois. Donc j'ai 3 élèves de Le Verrier qui m'ont suivi encore cette année, qui ont même fait plus que les années précédentes, parce qu'ils m'ont aussi suivi sur des festivals cet été, comme Chauffé dans la noirceur, l'Undergrange, et ils ont tous participé au Rendez-vous Sonic. Et c'était une première d'avoir les élèves sur le festival, pour qu'ils voient un petit peu autre chose que les concerts en salle, mais les festivals d'été, les festivals d'automne, qui sont différents aussi. Donc c'est quelque chose que j'ai accepté dès le départ, et je suis très content de le faire. Donc ça, ce sont des élèves qui sont, ils sont en option photo ou c'est quelque chose... Option art plastique. Option art plastique, ouais. Ok. Donc tous les ans, tu as une petite cohorte de jeunes photographes que tu formes. Ouais, qui me suivent de janvier à juin au Normandie. Et le mercredi, on fait des ateliers justement pour apprendre à trier ses photos, à les retoucher. Et ça se termine par une exposition qui se balade en ce moment. Là, elle est au Rendez-vous Sonic. Après, je crois qu'elle repart à Le Verrier. Elle tourne pas mal. Et pourquoi c'est intéressant pour toi, ça ? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? De transmettre. C'est difficile de dire pourquoi c'est intéressant, mais il y a un casting entre guillemets aussi au niveau des élèves, donc parce que au début d'année c'était un peu confidentiel au niveau des demandes, et de fil en aiguille, là je crois qu'on avait terminé avec 20 demandes pour 3 places. Donc, il a fallu qu'on mette en place un questionnaire avec un peu comme une lettre de motivation ou quoi. Donc, c'est intéressant de voir des jeunes qui sont vraiment hyper branchés photo et qui demandent qu'à apprendre, quoi. Et j'ai vu aussi que, par exemple, cette année, les élèves ont progressé énormément dans leur pratique photographique. Je le vois parce que je les suis sur Instagram, sur les réseaux. Et il n'y a pas même que la partie photo, il y a la partie confiance en soi qui est hyper importante, quoi. Et eux, ils en ont gagné. Et j'étais content de transmettre tout ça. Ouais. Sur la confiance en soi, il y a aussi le côté, parce que dans la transmission, toi, tu es sur l'aspect photo, moi, dans le côté théâtre, improvisation, et puis aussi théâtre pour prendre confiance en soi. C'est aussi un outil qui est très développé, que je fais beaucoup. Ce qui est intéressant aussi, qu'on évoque peut-être assez peu au final, c'est que pour nous aussi, formateurs, transmetteurs, en fait, c'est hyper... comment dire, ça développe vachement la confiance dans l'avenir. Ah oui. C'est-à-dire que là, ce que tu racontes sur les jeunes qui sont motivés, qui sont... Voilà. En fait, ça contrebalance quand même pas mal avec le discours ambiant de « Ah bah les jeunes, ils sont pas impliqués, les jeunes, machin, etc. » Moi, je vois en atelier, en fait, les gamins, à partir du moment où tu leur dis « Bah vas-y, teste, essaye », et qu'on leur donne assez de confiance, après, il y a un enthousiasme. En fait, moi, je trouve ça revigorant, quoi. C'est le côté, en fait, les jeunes, il y a de l'avenir, quoi. Et peu importe le domaine, à partir du moment où on les amène à quelque chose et on leur donne un regard, on leur dit, vas-y, essaye, je te juge pas, et vas-y, fais ton truc. En fait, il y a des pépites, quoi. Et ça, il y a de l'avenir, c'est ça que je veux dire. Mais d'ailleurs, c'était le proviseur du lycée Le Verrier qui me l'avait dit à la fin de la première année. Il a fait, il y a un truc que tu n'as pas remarqué parce que tu ne connaissais pas les élèves avant, mais c'est qu'ils étaient tous timides, introvertis ou quoi, et qu'en 6 mois,
ils ont gagné une confiance en eux qui était incroyable. Et c'est vrai que, en plus, ils jouent tous le jeu parce qu'ils ne viennent pas s'inscrire juste pour profiter, pour voir un artiste qui passerait dans la programmation ou se dire tiens, je vais aller dans les loges, comme ça me permet de le rencontrer ou quoi. Ils suivent tous les règles. Moi, personnellement, si je n'y suis pas invité, je ne vais pas aller dans les loges des artistes ou nécessairement les saluer ou discuter avec eux. C'est pas comme ça que ça marche. Et puis en plus, musicalement, ça leur ouvre aussi d'autres choses parce que sur une programmation au Normandie, il y a quand même beaucoup de styles différents qui vont apparaître dans la saison. Donc c'était intéressant de voir que finalement, ce qui leur a plus plu sur toutes les années, c'était les concerts de métal. Parce que l'ambiance, elle est l'énergie, quoi. L'énergie. Donc plus que ce qu'ils ont l'habitude, eux, d'écouter le reste du temps. La question de l'ouverture, elle est hyper intéressante aussi. Enfin, elle est pertinente dans ce que tu racontes aussi. C'est que on prend l'outil photo. Moi, je prends l'outil théâtre. Ouais. En fait, pour amener aussi à ce que les jeunes ils s'interrogent ou ils découvrent d'autres choses. C'est une première approche. Là, tu parles, on est spécialisé sur le concert, sur la musique, donc forcément, on va s'ouvrir à des styles de musique. Moi, sur le théâtre, je vais arriver avec des propositions d'univers, d'auteurs, d'univers aussi dramatiques, voir la comédie, voir le drame, et en fait, ils vont se balader là-dedans, ils vont le découvrir, et puis ils vont sentir aussi ils vont faire des choix. Ajouter leurs pattes, parce que le but du jeu, c'est pas de rendre des photos comme les miennes. Ouais. J'explique pas aux élèves, dire alors là, tu te mets là, tu photographies comme ça, puis quand tu auras les retouches, tu la mettras en noir et blanc. Quoi. Je dis non, je laisse. J'explique les outils pour pouvoir le faire. Mais c'est chacun, si un élève a envie de mettre une photo en noir et blanc, il le met. Si ça vaut le coup de le faire, je lui conseille plus de la mettre en noir et blanc parce que forcément... tu vas guider quand même. Ouais. C'est un mentorat, c'est ça. Mais je ne vais pas obliger. Ils sont quand même super libres. Et je suis content parce que là, ils continuent. Hein. Comme je disais, cette année, ils étaient avec moi sur les rendez-vous soniques. Et je n'ai pas été obligé d'être derrière eux toutes les 5 minutes. On leur laisse carte blanche, on leur dit ce qu'ils ont à faire. Et puis après, non, ça s'est très bien passé. Ouais. Les jeunes savent respecter les règles, ils savent être autonomes. Ouais. À partir du moment où on leur fait confiance et à partir du moment où on leur donne aussi une grille de lecture, des codes, de la technique, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que si tu veux être photographe, si tu veux être comédien, si tu n'as pas la technique, ça va être compliqué, donc on va te la donner. Mais après, on est là pour t'encadrer, pour te dire, tiens, vas-y, tu peux faire ci, tu peux faire ça, conseiller. Par exemple, sur le concert de Astren, comme les élèves n'avaient pas forcément regardé le concert qu'il y avait sur YouTube, j'ai dit, là, sur la 8e, il va se mettre comme ça, tac, debout, je serai où, je me mettrai plus par ici que de l'autre côté où vous allez rien voir, vous allez l'avoir de dos ou quoi, mais ça va peut-être pas être aussi joli que d'avoir l'ensemble avec le public. Autre chose sur la transmission, et dans ce projet-là des Padawan, c'est qu'il y a une restitution à la fin, il y a une exposition. Ça aussi, nous, en théâtre, c'est la même chose, c'est-à-dire que notre groupe, on va faire des ateliers, mais à un moment... Il y a une représentation. Il faut se mettre en scène, parce que la confiance, on va l'exprimer aussi comme ça. Et puis il y a du stress. On présente quelque chose à un public qu'on ne connaît pas. On connaît. C'est pas comme sur les réseaux. Là, il y a quelque chose de physique, il y a une relation à l'autre, et on présente vraiment quelque chose concrètement. Et puis les gens ont plus forcément l'habitude de sortir, de développer les photos. Donc de les voir en plus sur des cadres en 30-40 ou un peu plus grands, ça a de l'effet aussi. Hein. On ne regarde plus les photos sur son téléphone. Moi, je l'ai vu à un moment, je me prenais vraiment la tête au moindre détail sur les photos. Et puis quand j'ai eu les stats de mon site internet ou quoi, et qu'on se rend compte que 95% des gens regardent Internet sur leur téléphone, on se dit, mais en fait, le détail là que je voyais, personne ne le voit. C'est ça. Donc, mais toi, tu le vois. Oui, c'est ton œil. Parce qu'en plus, je travaille sur des écrans qui sont plus grands qu'un écran de téléphone. Mais c'est vrai que les tirages,
Je parlais de la photo de Massisteria tout à l'heure, là, de Raphaël à la batterie. J'en ai fait un tirage pour chez moi en 70 par 90. Ouais. Quand Massisteria est revenu jouer au Normandie, je lui ai offert une deuxième. Il est reparti avec. Donc c'est toujours gratifiant de pouvoir le faire. Ouais. Ouais. Et puis l'aspect restitution pour moi, il est assez essentiel pour se présenter et puis pour valider le parcours aussi de la confiance. Ouais. C'est-à-dire que, ok, dans la pratique, on va augmenter en confiance, on va se dire, ok, on sait faire, mais après, quand on le présente à quelqu'un, il y a le stress, il y a le trac, donc il faut gérer ça. Et puis, il faut même, je parle aussi en termes artistiques, c'est qu'une fois que tu as produit quelque chose, ça ne t'appartient plus, quoi. C'est le public qui décide ce que ça lui fait. Si ça marche pas, peu importe, on n'est pas dans ces problématiques-là avec les jeunes, mais c'est juste que faut apprendre, on apprend ça, et donc il y a le côté, on a pris en confiance, peut-être même un petit peu trop, et en même temps, on a cette humilité de... voilà, je vous livre ce que j'ai fait et c'est ce que je fais. Il y a quelques années, il y avait, pendant les rendez-vous Sonic, il y avait eu une expo justement au pied des remparts. Les panneaux sont arrivés dans la salle, ils couvrent toute la salle. Alors déjà, quand l'expo est arrivée au rempart, j'étais quand même particulièrement fier, mais en plus, ils m'ont fait la surprise de les mettre dans la salle. Donc quand je suis arrivé un soir de concert et que j'ai vu les panneaux dans la salle, mais c'était hyper gratifiant, et puis c'était intéressant parce que Sylvain qui travaille là-bas, qui s'occupe du son en Normandie, m'avait dit tu vois pas toi l'après-midi, mais quand les artistes arrivent, ils font le tour des photos, et du coup moi c'est pareil, ça me laisse plus de liberté parce que quand l'équipe du Normandie me présente, c'est lui qui a fait les photos voilà. Et donc laissez-le faire, okay. Il va pas vous gêner, et puis voilà. Ça instaure une confiance, quoi. Bah oui, préalable. Parce qu'on n'a pas trop parlé de la confiance, mis à part là avec les jeunes, mais il y a cette relation de confiance, que ce soit avec les salles, les artistes. C'est essentiel, quoi. C'est ce que tu racontes en filigrane, c'est de se placer sans gêner et d'être autorisé par l'autre à faire quelque chose. Quoi. C'est sur un fil aussi, ça. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Mais au niveau confiance, je sais que moi, j'en ai gagné énormément, heureusement, ces 5 dernières années. Avant, 3 jours avant le concert, j'étais en stress de dingue. Il y a même une fois, Nicolas Daprini, le directeur du Normandie, m'avait dit tu sauves pas des vies. Hein. D'une, tu t'es jamais raté, et de deux, tu sauves pas des vies. Donc, si jamais ce soir, il n'y a pas de photo qui sort, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Et c'est vrai que maintenant, j'ai toujours un peu de stress avant, 1 heure avant ou quoi, mais ça se compte plus en journée, en tout cas. Oui, il y a le stress du moment. Il n'y a pas le stress de la compétence ou de la légitimité aussi. Et puis je pense que plus que du stress, il y a l'adrénaline qui monte, et forcément, quand ça fait 2 heures qu'on est dans la salle et que ça y est, c'est l'ouverture des portes, ça commence à se mettre en place. Très bien. J'espère en tout cas que tu n'as pas été trop stressé sur cet exercice du podcast. Du tout. Non. Merci Roald pour ta participation aux Bonnes Décisions. Alors, on te retrouve prioritairement si quelqu'un veut découvrir ton travail, il va où ? Sur ma page Facebook, facebook.com. T'inquiète, je vais mettre je mets les liens en description de la bio. Mais sur Instagram, je suis pas très actif. Okay. Donc sur Facebook. Sur Facebook principalement. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. Les Bonnes Décisions. Merci Vincent. On les retrouve sur tous les réseaux sociaux dans différentes versions. Et puis la version longue audio, elle est sur les plateformes de podcast, sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez ce podcast, mettez une note bonne, s'il vous plaît, si vous aimez. Vous pouvez mettre une note, des commentaires également. Ça aide à la diffusion du podcast et à ce qu'il y ait un maximum de gens qui soient inspirés, c'est ce que j'espère en tout cas, par les parcours que je vous propose, des invités que j'invite dans ce podcast. Les Bonnes Décisions, c'était Vincent Posé, c'était Roald. Merci beaucoup et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut. Les Bonnes Décisions, un podcast de Vincent Posé.